Notre invité exceptionnel ce matin, Jean-Louis Debré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez longuement hésité avant d'accepter notre invitation et je vous remercie d'être avec nous. Si je dis l'ami intime de Jacques Chirac, je ne trompe pas la vérité. J'ai envie de commencer notre interview par une question. Qu'est-ce que tu fais ? C'est vrai que c'est une question qu'il vous posait, il vous appelait en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Souvent, j'avais un coup de téléphone vers 8h30 du matin. Oui. Après avoir entendu tous les éditorialistes. Et je savais à son ton s'il avait été content ou pas content, déçu, préoccupé. Et la première question, les gens, quand ils téléphonent, ils disent « Je vous dérange, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Monsieur, voilà, je fais... Et ce coup de téléphone, pendant de nombreuses années, le matin, était pour moi attendu. Vous savez, c'est très curieux, la politique. Les gens la voient à l'affrontement, on trahit, c'est de la haine. Oui, ça existe, comme dans tout métier. Mais il y a aussi la fidélité, il y a aussi l'amitié. Et j'étais avec Jacques Chirac à la fois dans un rapport politique, mais aussi depuis 53 ans, je lui avais donné mon affection. Et je disais, finalement, c'est plus confortable pour moi que ceux qui lui ont trahi. Parce que l'affection, et vous savez, quand vous vous trouvez tout seul, que tout le monde l'a abandonné parce que les sondages sont pas bons. 1994, vous savez, parce oui. que je me souviens, c'était décembre 94. Oui. Nous sommes à Saint-Denis de la Réunion. Oui. Nous descendons la grande rue de Paris. Oui. Chirac est un optimiste, mais là, on peut difficilement être optimiste. Et je dis, monsieur, si vous étiez battu, qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit, je sais pas, mais j'ai un projet pour toi. Bon, un projet pour moi. On va ouvrir une agence de voyage, tu vas la tenir et je voyagerai. Et ce pacte d'amitié, oui. Il est marqué par des moments importants comme ça, où il me parlait avec son cœur. Voilà, pour moi, Chirac, mais pourquoi qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il avait envie de vous voir, il avait envie d'agir, il avait envie de faire quelque chose avec vous. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se voit? Est-ce que tu passes? Et ça a duré pratiquement jusqu'au dernier moment. Oui. Je ne vais pas m'étendre sur les dernières semaines. Non. Parce que vous avez été l'un des rares, sans entrer dans l'intimité, vous avez été l'un des rares à continuer à aller le voir jusqu'au bout. Mais la fidélité et l'amitié... La fidélité et l'amitié, c'est ça. C'est pas une fidélité... C'est facile, la fidélité et l'amitié, quand vous êtes au pouvoir. Oui. Parce que là, vous êtes le plus beau, vous savez. Oui. Mais... La politique, c'est aussi terrible, et je l'avais vu avec mon père, je l'avais vu avec beaucoup de gens, lorsque vous n'êtes plus au pouvoir, lorsque vous n'êtes plus en haut de l'affiche, progressivement, les gens se détournent de vous. Et je me suis toujours dit, je ne serai pas de ces gens-là. Je lui dois ma carrière politique. Alors, je dois naturellement ma carrière politique aux électrices et aux électeurs de l'heure. On n'est pas une monarchie. Mais c'est lui qui m'a accompagné. C'est lui qui m'a soutenu. Je me souviens, quand j'étais au ministère de l'Intérieur et que nous avons eu toute cette vague d'attentats très durs, où vous êtes immédiatement critiqué par les gens qui savent, etc. Tous les matins, il m'appelait en disant, tiens bon, j'ai confiance en toi. Quand vous traversez des épreuves, il était là. Et souvent, quand ces derniers temps, ou il y a quelques années après le pouvoir, on se promenait dans Paris, et qu'il y avait quelqu'un qui était venu le voir en disant qu'il avait une difficulté. Vous savez, il fait comme tous les politiques, il avait noté sur un papier. Mais il me donnait le papier, et le lendemain, il m'appelait dis-moi, je t'ai donné un papier, il y a une dame qui a un problème, tu as fait quelque chose? C'est-à-dire c'est ce que j'ai aimé, ce côté humain, qui est, naturellement, la politique, c'est du spectacle, naturellement, il faut passer chez Bourdin, naturellement, il faut donner une certaine image. Mais, quand vous écartez l'image, quand vous écartez le réflexe, il y avait un homme qui était un homme profondément humain. Le silence s'était imposé à lui. Ce qui devait être terrible d'ailleurs pour cet homme qui a été
dans l'action en permanence, toute sa vie. Il a été dans l'action. Pourquoi est-ce qu'il était autant dans l'action? Pour cacher quelque chose? Pour Chirac est un personnage très complexe. Oui, très complexe. Même moi, très pudique, très complexe. Très pudique. Alors, d'abord, tout ce qui concernait Oui. lui-même, quand je disais monsieur, ça va? Oui. Il dit oui, ça va, pourquoi? Ça voulait dire arrête de me poser de telles questions. Monsieur, vous l'appeliez monsieur? Je l'appelais monsieur, il m'appelait Jean-Louis, je le vous voyais, il me tutoyait. D'accord. C'était notre jeu. Oui. Et vous savez pourquoi? Parce que quand en 95, tout le monde l'appelait Jacques, avant 95, Jacques. Puis il y a eu l'année 93-14 où il était perdu dans les sondages, tout le monde est parti. Tout le monde se détournait de lui. Et puis en 95, quand il a été élu, tous ceux qui étaient partis l'appelaient. Oui. Alors Jacques, ça va? Tu sais, j'étais là. Et je me suis dit, ce jour-là, je vais me différencier de lui, de tous ces gens qui sont des courtisans. Moi, je vais avoir un rapport d'affection, mais de respect. Et de respect pour la fonction. Oui, il était pudique. Donc il y a le Chirac qui se cache, il y a le Chirac qui communique. Oui. Alors c'est j'aime la bière, je regarde. Et c'est vrai, il aimait vraiment la bière? Oui, il aimait bien la bière. Enfin, bon, il n'aimait pas que ça, quoi. C'est un. Il s'était fabriqué un personnage ou Pas totalement. C'est un jour, il était plus président de la République, on va au hall à 7h, 6h du matin pour voir, il voulait voir un peu ça. Et puis à 8h, on prend un petit déjeuner. Et il se fait servir une entrecôte de 800 grammes. 800 grammes. 800 grammes. Et je dis, monsieur, mais c'est pas possible. Il la prend. Moi, j'avais pris juste un café. Et en rentrant, il était 11h, je dis, qu'est-ce que vous faites maintenant? Il me dit, je vais déjeuner. Et on ne rate pas un déjeuner. Ouais. On ne rate pas un déjeuner. Il aimait ce tempérament paysan, cette Corrèze. Le personnage n'est pas forcé. Il est ce personnage vivant, aimant les autres, plein d'humour. Je me souviens, un journaliste, Monsieur Bourdin, interroge un jour Chirac, Monsieur le Président, vous faites du sport? Alors Chirac dit, j'étais à côté. Oui, je fais du sport. Oh, pas exagéré. En moi-même, je me dis, il est quand même charrie un peu. Et il ajoute, et le journaliste dit, mais quel sport? Et Chirac ajoute, des barres parallèles. Non, mais il déraille complètement. Et il ajoute un bar rive droite, un bar rive gauche. C'était de l'humour. Il était pétri d'humour. Quand il venait dans mon département, dans le département de l'Eure, il me disait, on va déjeuner, on va dîner ensemble, tu me trouves une petite auberge de campagne. Pas le grand restaurant. Et le poulet Vallée d'Auge, où il y a plus de crème que de poulet, il en raffolait. Alors il en mettait plein sur sa cravate à chaque fois. C'est ça le personnage Chirac. Et puis il y a le personnage public. Oui. Il y a le personnage public avec tout ce que la politique a d'artificiel. Alors on va parler de la politique et du personnage public, mais il y a aussi les moments familiaux de sa vie, la famille. On a tellement dit, il est laissé de côté Bernadette, qui a joué un rôle considérable dans sa vie politique, Bernadette Chirac. Considérable. Il l'appelait 12 fois par jour. Ah, c'était terrible. Oui. Où êtes-vous? Oui, non, c'était son point fixe. Son point fixe. La famille, le drame avec Laurence, sa fille, aînée, qui l'a profondément marqué. Ça l'a profondément marqué, mais il en parlait peu. Il en parlait peu? Il vous en a parlé? Je crois que deux fois, on en a parlé ensemble, mais je voulais pas l'interroger là-dessus ou qu'il m'en parle. Il fallait qu'il m'en parle de lui-même, parce que c'était une souffrance. Et que je n'avais pas le droit, moralement, de rentrer dans cette souffrance. Alors, oui, il m'en a parlé de lui-même, parce qu'il souffrait tellement qu'il avait besoin d'en parler, 2 fois ou 3 fois, mais il portait ça comme une croix. Comme une croix. Avant de parler de politique, un hommage sera rendu. Il y a des quantités d'hommages. D'ailleurs, vous avez vu l'hommage populaire, déjà, avant tout. Hein. L'hommage populaire. Vous êtes surpris par... non, je ne suis pas surpris, M. Bourdin. Par cet amour des Français pour non, Jacques parce Chirac. Ils avaient le sentiment... On n'aime que celles et ceux qui vous aiment. Et les Français savaient qu'ils l'aimaient. Moi, ce qui me frappe beaucoup... Mais ils les aimaient vraiment?
Mais oui, profondément, profondément. Oui. Et je l'ai vu, il n'était plus président de la République. Vous savez, quand il était au Conseil, on partait ensemble et on marchait pendant 1 heure et demie. Ça menait toujours par une bière. Là, il n'avait plus rien à vendre. Il n'était plus président de la République. Oui. Mais dès qu'il y avait des gens dans la rue, il allait les voir et leur disait... non, ce qui m'impressionne, l'hommage populaire, oui, je savais, parce que c'est un des derniers grands personnages. Et en politique, aujourd'hui, les politiques ne donnent pas le sentiment d'aimer les gens. Lui, il aimait les gens. Mais ce qui m'impressionne, parce que j'ai reçu des témoignages, dans tout le monde entier, on en parle. J'ai des gens qui m'ont appelé de la Guadeloupe, de la Martinique, de Chine. J'ai eu des messages. Parce qu'il a porté l'image de la France. Et dans tout le monde, Chirac, ça évoquait. Et notamment, avec ce qui a été important dans sa politique, de considérer que la France était aussi une puissance méditerranéenne. C'est une puissance européenne, naturellement, mais c'est aussi une puissance méditerranéenne. Et alors, il a, avec... les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, établi des relations. Et puis il avait conscience très profondément que dans les années qui viennent, l'Afrique allait jouer un rôle important. Et il a redonné cette vocation de la France. Oui, on le pleure à Ramallah comme à Ouagadougou aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est le seul président français qui peut être regretté comme cela. Le seul, peut-être, à part de Gaulle, peut-être. À part de Gaulle. Jean-Louis Debré, je reprends une phrase terrible, vous allez me dire ce que vous en pensez, de Philippe Seguin. C'était un don Juan de la politique, plus préoccupé à conquérir le pouvoir qu'à l'exercer. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est pas un jouisseur du pouvoir. Quand il était président, il continuait à avoir une vie simple en dehors des moments qui n'étaient pas des moments officiels. Je l'ai vu, président de la République, aller dans un café avec moi. Mais c'était un travailleur acharné, contrairement à ce que l'on a dit. Je l'ai vu, il connaissait ses dossiers par cœur. Alors il avait l'habileté souvent de faire croire qu'il n'était pas au courant. Ses discours n'étaient pas improvisés. Ses discours étaient minutieusement préparés, repréparés, travaillés. Il ne lisait pas une note d'un collaborateur. Le nombre de fois où il y avait ce que j'appelais le comité de relecture, où il était là avec un discours qu'on lui avait préparé et il corrigeait, il modifiait, il testait. Il avait des habitudes. Oh, il était pétri d'habitude. Je lui disais toujours que il me fait penser à ce qu'il était à ses enfants uniques. Oui, on déjeune à l'heure, on dîne à l'heure. Oui, on ne met pas les pieds sur. À l'hôtel de ville, il avait une petite table à laquelle il tenait, qui était juste en face du fauteuil. On avait tendance à poser ses pieds. Ça l'énervait. Oui, il était très, très méticuleux. Il posait ses crayons d'un côté. Mais, si vous voulez, c'était un travailleur. Et je me souviens, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, pratiquement tous les matins, il m'appelait disant « Quel est l'état d'esprit ?» Alors je disais, la majorité, non, quel est l'état d'esprit de l'ensemble des députés ? Et il me disait fais-moi une liste de celles et ceux que je dois recevoir, parce que je veux les écouter. Quand je partais dans ma circonscription à Évreux et dans l'Eure, quand je rentrais le lundi matin, il me disait alors, qu'est-ce qu'on t'a dit ? À l'écoute des autres, et fais-moi une note sur ce problème-là. Demande à un certain nombre de personnes. Quand j'ai présidé la commission et été rapporteur de la loi interdisant le port du voile sur la voie publique, et ben c'est une question qui était fondamentale pour lui, parce que il est pour la laïcité de l'État, et il me disait mais progresse, et c'est lui qui me disait essaye d'arriver à l'unanimité pour qu'une loi soit forte, pour qu'une loi soit respectée. C'est pas forcément voté par la majorité, mais ça doit être une loi d'union nationale. Et on est arrivé à faire voter cette loi à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale pour la forte. Oui,
Je me souviens, quand il allait en déplacement dans un département, il fallait une fiche sur les gens, sur les personnes, sur les problèmes qui se posent, et il la connaissait par cœur. La politique, on va parler un peu de politique, bien sûr, Jean-Louis Debré. Vous parliez d'amitié en politique, elle existe, vous êtes le témoin, elle existe, vous étiez l'ami de Jacques Chirac, mais il a trahi, et il a été souvent trahi. Aussi. Il a trahi Jacques Chaban-Delmas, il a trahi Valéry Giscard d'Estaing. Monsieur Bourdin, c'est pas à vous que je dirais que la politique, c'est pas un fleuve qui se promène tranquillement. Chirac est un combattant politique. Ça n'enlève rien à l'homme, ça rien à ses qualités. Mais vous ne gagnez pas en politique si vous n'êtes pas le meilleur et le plus dur. C'est la politique. Si vous arrivez au sommet, plus vous montez vers le sommet, plus les adversaires sont identifiés. Et vos adversaires, il faut, si vous ne les éliminez pas, ils vous éliminent. Est-il vrai qu'il ne croyait pas à la candidature d'Édouard Balladur ? C'est difficile, parce que chez Chirac, il y a toujours deux attitudes. L'attitude de me non. Quand je disais monsieur, il se prépare. Non. Mais je pense sur lui-même, il le prévoyait. Un jour, Balladur avait créé un petit groupe de réflexion. Il n'a pas échappé que j'étais pas particulièrement balladurien. Et Chirac m'appelle un jour, disant, va dans ce groupe de réflexion et dis-moi ce qu'on dit. Bon. Et un jour, je me souviens, c'était à déjeuner à Matignon, la majorité qui était là, nous étions tous là, et il y avait Balladur, etc. Et en descendant avec Chirac, dans la voiture, il y avait Le Monde, et Balladur annonçait sa candidature. Mais pendant tout le déjeuner, Chirac avait fait comme s'il n'était pas au courant. Alors, il ne pouvait pas ne pas être au courant, mais il y avait une stratégie qui consistait à attendre que l'autre se mette à la faute. Ne pas montrer sa faiblesse. Jamais. Il ne veut jamais montrer ses faiblesses. Mais jamais. Ni ses faiblesses d'homme, ni ses faiblesses d'homme politique, ni... Jamais. Jamais. Il faut être sûr de soi. Mais la politique, c'est un combat extrêmement dur. Si vous commencez à vous excuser surtout, à dire pardon, laissez-moi passer, etc., vous n'avez aucune chance d'arriver. Quel est l'homme politique arrivé au sommet qui n'a pas écarté les autres? Alors, est-il vrai? Oui. On répond tous. Giscard, Chirac, Hollande... Tiens, à propos de Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, vous racontez dans le documentaire Mon Chirac, qui a été diffusé hier soir sur LCP, vous racontez les vacheries, pardon le mot au mot, mais c'était vrai, des vacheries que s'échangeait Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac au Conseil constitutionnel. Oui, je l'ai écrit dans un livre, ce que je ne pouvais pas dire. Je me souviens, la première séance, on étudie un texte sur l'immigration. Et tout d'un coup, mon voisin de droite, le président Giscard d'Estaing, dit « Est-ce que je peux dire un mot ?» Le président, allez-y. Giscard dit « Voilà, j'ai été président de la République, le problème de l'immigration se posait, mais à l'époque, j'avais un Premier ministre qui n'était pas très bon sur ces questions-là. » Je regarde Chirac, il bouge pas, mais au bout de 5 minutes, Chirac prend la parole, disant voilà, j'ai entendu monsieur Giscard d'Estaing, il a été président de la République, moi aussi. Et il se tourne vers moi, Chirac, toujours quand il a quelque chose de méchant à dire, il se tourne vers moi et il me dit est-ce que vous savez la différence entre le président Giscard d'Estaing et moi, devant l'ensemble des membres du Conseil. C'est là où vous vous retrouvez tout seul, c'est la solitude du pouvoir, tous vos camarades sont aux abris. Et Chirac, après un instant, dit « La différence est énorme. Moi, j'ai été réélu et pas lui. » Vous voyez l'ambiance. Publiquement. Devant les membres du Conseil. Tout le monde. J'ai été forcé de suspendre la séance. Si vous voulez, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, ce que j'ai écrit dans ce que je ne pouvais pas dire. C'est voilà, deux personnages éminemment intelligents, qui avaient une carrière, il avait été président de la République. Il jouait en première division, moi en troisième division. Mais ils étaient encore dans le combat politique entre eux. Ils n'avaient pas cessé. Et souvent, alors, je disais à Charles, arrêtez. D'abord, c'est un lieu qui est fermé, il n'y a pas de journalistes, donc ça intéresse personne.
Et puis ça met tout le monde. Mais c'était plus fort qu'eux. Giscard et Chirac étaient dans ce combat. Quand il a été condamné, comment a-t-il réagi? Quand il était après l'affaire des emplois fictifs de l'hôtel de ville. Si vous voulez, je me souviens. Comment a-t-il accepté? Enfin, accepté. C'était la justice, Jean-Louis Debré. Très profondément. Ou l'injustice dans son très esprit. profondément, je me souviens, à la veille du procès, il me demande, c'était un dimanche, de venir déjeuner avec lui tout seul. Donc je vais déjeuner avec lui, c'était au Récamier, à Paris, et je sais que quand dans ces cas-là il a besoin de moi je dois être là, je pose pas de questions, il me parle s'il a envie de me parler. Il était très marqué. Et il me dit, je ne comprends pas très bien ce qu'on veut, ce qu'on me cherche. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que tout le monde, la vie politique est faite... tout le monde faisait ça, quoi. Fait ça. Non, c'était... Oui. Et il me dit, oui. Tu sais, en Corrèze, il y a eu un grand personnage, Henri Queuille. Henri Queuille. Et radical socialiste, qui était un peu son mentor. Chaque fois qu'il partait pour Paris, les gens lui mettaient des petits plaçous dans ses poches. Bon. Et puis il me dit, regarde, écoute, les huissiers à l'Assemblée nationale, le personnel, tu trouves pas qu'il a un peu l'accent bordelais? La politique de la 3e, de la 4e et même début de la 5e République, on l'a souvent dit, le député est devenu une assistante sociale. Il est là pour aider. Et il me dit, mais on me reproche telle personne. Mais tu sais que son père et sa mère étaient en difficulté, étaient au chômage. Oui, j'ai aidé la fille. Et alors? Et c'est des générations. Il n'avait pas conscience d'avoir mal fait. Et il me dit, moi, ça m'a pas profité à moi. Mais c'est plus dans l'air du temps. Et je lui ai expliqué qu'il y avait des concours, des examens, que ça pouvait... Mais vous savez, il comprenait pas très bien le rôle du député. On le dit, ils font les permanences partout. Moi, j'ai fait ça pendant 30 ans. Hein. Les permanences, c'est quoi? C'est les parents qui viennent, est-ce que vous pouvez pas trouver un emploi pour mon fils à Paris? Alors, il y a deux réactions. Oui, madame, je fais le nécessaire et puis vous faites rien. Mais Chirac n'était pas de cela. N'était pas de cela. Pour terminer, Jean-Louis Debré, si vous aviez un moment à garder, il y en a tellement, hein, mais un moment de cet ami fidèle, ce serait lequel? Ou une image ou... Mais l'image, le moment, sont des moments durs à évoquer pour moi. C'est sur les derniers temps où, progressivement, la communication devenait plus difficile. Il prenait ma main et il ne la lâchait pas pendant 1 heure. Et pour moi, ça a été... On ne pouvait plus parler. Il était parti un peu dans un autre monde. Mais en mettant ma main sur ma main, en me la serrant, c'était pour moi un moyen de lui parler. C'était un moyen de lui dire, voyez monsieur, quoi qu'il arrive, je suis là. Et c'est ça l'amitié pour moi. Quoi qu'il arrive, je suis là. Merci Jean-Louis Debré d'être venu ce matin rendre hommage à Jacques Chirac. Il y aura un hommage national lundi. Est-ce que vous aimeriez, je sais pas, est-ce que vous pensez qu'il aurait aimé des funérailles nationales ou... Je sais pas, je ne fais jamais parler quelqu'un qui n'est pas là. Oui, c'est vrai. Oui, n'en parlons pas. Bon. Merci Jean-Louis Debré d'être venu nous voir ce matin. Merci. Sur RMC et BFM TV.